Hello guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va discuter des traumatismes invisibles. C'est parfois des comportements que des personnes vont considérer comme des qualités, comme des défauts, comme un trait de personnalité, alors qu'en réalité, c'est juste des conséquences de traumatismes. Je pense que c'est important d'en parler pour deux raisons. La première raison, c'est vraiment les personnes qui se sentent incomprises et jugées à cause de leur comportement. La deuxième raison, c'est pour les proches, parce que malheureusement, des fois, ils ont cette tendance à mal réagir face à des comportements sans se rendre compte que parfois c'est juste des mécanismes de survie. Avant de commencer la vidéo, je veux juste poser un disclaimer qui est assez important. Ce que je partage ici, c'est mes réflexions, c'est mes expériences personnelles. Donc ce n'est pas parce que par exemple tu as une perte de mémoire que c'est forcément dû au trauma. Ça peut être dû à des troubles d'attention, à de la fatigue, à beaucoup d'autres choses. Donc si jamais tu t'identifies dans un des symptômes que je vais énoncer, au lieu de automatiquement dire ok c'est bon c'est des traumas, non, va consulter un psychologue, parle-en pour voir déjà si c'est vraiment dû au trauma ou pas. Parce que moi, par exemple, avant de me rendre compte que tous les symptômes que je vais énoncer là, c'est dû à des traumas, j'ai consulté avant, je pensais pas que c'était dû au trauma, je pensais que c'était juste de la fatigue, mauvaise alimentation, mauvais mode de vie. Et donc dans ma tête, quand on m'a dit que c'était peut-être dû au trauma, j'étais un peu étonnée. Donc voilà, maintenant que le disclaimer est posé, on peut commencer la vidéo. Le premier symptôme, c'est la perte de mémoire. Il y a beaucoup de personnes qui vont se dire qu'à partir du moment où tu oublies des détails, eh bien c'est parce que tu ne t'intéresses pas à eux ou parce que c'est pas important pour toi. Alors qu'en réalité, la perte de mémoire peut être un mécanisme d'un cerveau qui est traumatisé. Quand on a vécu des choses qui sont très lourdes et très douloureuses, le cerveau commence à filtrer les informations pour se protéger. Il faut que tu comprennes du coup que ton cerveau est surtout occupé à gérer cette anxiété et cette vigilance permanente à tel point qu'il n'a plus de place pour stocker les petites choses du quotidien. Le résultat, c'est que tu vas passer pour une personne qui est distraite, qui est négligente, alors qu'en réalité, c'est juste ton cerveau qui est fatigué de porter trop de poids. Ça me rappelle une anecdote de moi au lycée. C'est très marrant parce que c'est vraiment un des seuls souvenirs qui est très clair dans ma tête. C'est vraiment net. Je peux tout raconter de A à Z. Mais en gros, j'étais en classe, c'était un cours d'arabe. J'étais assise à côté d'un ancien camarade et le prof, en gros, il récitait et nous, il fallait qu'on note du coup ce qu'il disait. À un moment, le prof allait trop vite. Donc moi, je commence à regarder le cahier de mon ami du coup pour écrire un peu ce qu'il écrivait. Et j'ai remarqué une faute. Alors, c'est flippant, mais je me rappelle de où est-ce que la faute était placée. Donc c'était vraiment la dernière ligne d'une page. Il continue à noter, je continue à écrire et tout. Et à la fin du cours, quand il ramasse ses affaires, je lui dis attends, attends, attends. Je prends le cahier et je compte une, deux, trois pages. Ok, donc là, la faute, elle était là et je la corrige. Je me rappelle de sa tête. Il m'a regardé, il m'a dit mais Diane, mais t'es folle. Et du coup, moi, je lui dis mais non, c'est normal de retenir les détails comme ça. Il me dit non, non, c'est pas normal. 2 heures sont passées, on a parlé, on a discuté avec le prof, t'es allé aux toilettes, je suis allée aux toilettes, on est revenu, on était fatigué, on a fait un autre cours. Et toi, t'étais toujours bloqué sur ça. Je fais oui. Il fait putain, t'as une bonne mémoire. C'est pour ça que je l'ai retenu. Parce que du coup, je me suis rendu compte que j'avais vraiment une capacité à retenir les détails. C'était extrême. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Impossible de me rappeler de quelque chose si je ne le note pas. Mais vraiment, les anniversaires, c'est dans mes notes. Si par exemple je dois faire quelque chose un jour, il faut que je le note. Il faut que je fasse une to-do list pour ne pas l'oublier. Carrément, il y a un jour où vraiment ça m'avait un peu fait peur. J'avais allumé la plaque et j'avais mis de l'eau dans une casserole. Je l'ai oublié. L'eau s'est évaporée. Vraiment, j'étais en panique quand j'ai vu que la casserole, elle était toute noire. Je me suis dit, mais attends, et en fait, je m'en suis voulu parce que je me suis dit, mais pourquoi mon cerveau est passé d'une extrême à une extrême? C'est pas normal. Et du coup, quand j'en ai parlé à mon psychologue, il m'a expliqué que quand j'étais entourée de ces personnes qui étaient toxiques et mauvaises pour mon cerveau, eh bien, en fait, mon cerveau était en alerte totale. Pourquoi? Parce que, et ça c'est la vérité, quand je faisais une bêtise ou quand j'oubliais quelque chose, je me faisais pas engueuler comme les enfants normaux. Au contraire, moi j'entendais des phrases du genre t'es mauvaise, tu vas jamais réussir dans la vie, tu vas jamais rien faire, tu vas être comme telle personne. Enfin voilà, c'était hyper blessant et donc du coup, mon cerveau ne voulait tellement pas entendre des choses comme ça que j'étais en alerte maximale et j'essayais vraiment de ne pas oublier, quitte à vraiment être fatiguée tout le temps et ne pas dormir, je m'en foutais, je n'oubliais pas ce détail, c'était le plus important pour moi. Donc voilà, si jamais tu t'es identifié dans ce symptôme-là, n'hésite pas déjà à exploiter les autres pistes, on ne sait jamais. Et si jamais ce n'est pas le cas, intéresse-toi au trauma.
peut-être que tu as été traumatisé et que du coup ton cerveau aujourd'hui, il est en mode relax total, à savoir une perte de mémoire qui est extrême. Le deuxième symptôme, c'est le fait de trop dormir. Je sais, ça peut être des carences en fer, ça peut être juste de la fatigue comme ça à cause de maladies chroniques, ça peut être beaucoup de choses. Mais ça peut être aussi dû à des traumas. Je vais beaucoup parler de mes expériences passées pour vous montrer justement que ça peut être dû au trauma, même si j'aime pas ça, mais s'il faut le faire justement pour aider d'autres personnes à s'identifier, why not? Mais du coup, par exemple, pour dormir beaucoup, moi c'était l'inverse avant. Je ne dormais pas. Déjà, j'avais des horaires à respecter et il y avait des moments même où on me frappait quand je me réveillais pas. Donc par exemple 8 heures du matin, tu reçois une gifle où on tire la couette sur toi alors que tu dors. Donc ça déjà, ça m'a bien traumatisée. À côté de ça, tu ne dors pas parce que tu réfléchis trop, parce que avant d'aller au lit, on t'a insulté, on t'a fait une remarque, on s'est mal comporté avec toi, donc forcément tu commences à y penser, t'arrives pas à dormir. Et donc, quand je me suis éloignée de cet environnement, c'était totalement l'inverse. Carrément, je me rappelle, c'était trop drôle. La première fois où j'ai dormi toute seule chez moi, je me suis réveillée à 8 heures en sursaut. Et en fait, je me suis dit, oh putain, on va croire que je suis paresseuse et que du coup, je dors trop et tout. Et donc, forcément, je me suis réveillée. Et en fait, je me suis fait la réflexion. Je me suis dit, mais attends, mais là, en fait, tu peux dormir autant de temps que tu veux. Personne est là pour te déranger. Du coup, je me suis forcée à dormir, vraiment. Et je pense que la première fois, j'ai dû dormir peut-être 17 heures. Pas d'affilée évidemment parce que je me réveille, mais je me forçais à me rendormir pour prouver à mon cerveau que là j'étais vraiment en sécurité et que je pouvais faire ce que je voulais. C'était vraiment trop drôle parce que en fait, je sais pas comment l'expliquer, mais vraiment quand je venais d'arriver en France et que j'avais mon propre appartement, j'ai testé beaucoup de choses euh, et c'est peut-être des choses qui sont très normales pour beaucoup de personnes, mais pour moi, c'était un truc de fou. Et donc, du coup, mon cerveau, quand il a compris qu'il était vraiment en sécurité et que là, il pouvait vraiment faire ce qu'il voulait et qu'il n'y avait pas de raison d'être en alerte et d'avoir peur, eh bien, je suis passée encore une fois à l'extrême, c'est que je dormais énormément. Et même aujourd'hui, je dors énormément. Alors, pour mon cas, je sais que j'ai l'endométriose, donc ça joue énormément sur la fatigue et tout, mais je sais aussi que ça peut être dû au trauma. Surtout que c'est mon psychologue qui me l'a expliqué, donc je sais que ça peut être une raison. Donc, ton système nerveux qui fonctionnait en mode hypervigilance finit au bout d'un moment par s'épuiser. Et quand il finit enfin par lâcher la pression, c'est comme si tout s'écroulait d'un coup. Et donc tu dors encore, encore et encore. Donc voilà, ce n'est pas de la paresse, je te rassure, c'est vraiment juste un corps qui est en train de se réparer et qui est en train de chercher du répit après avoir trop porté. Le troisième symptôme, c'est le cerveau qui va dans tous les sens. Et je ne suis pas en train de dire que par exemple le fait de trop parler, c'est pas normal. Si, ça c'est normal. Parfois t'es juste bavard, t'es comme ça. Je suis en train de parler du cerveau qui part vraiment dans tous les sens. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je suis en train de parler avec quelqu'un d'un sujet qui est très sérieux. Dans ma tête, j'ai 1000 idées. Et en fait, je serai éparpillée. Je vais être là en mode, ah ok, faut ranger ça, faut faire ça, faut envoyer ça, faut répondre à ça. Impossible de rester focus sur un sujet. De l'extérieur, ça peut vraiment donner l'impression que tu es une personne qui s'en fout, qui parle de tous les trucs, qui veut toujours avoir la parole, voilà, qui s'en fout en fait et qui n'arrive pas à se concentrer. Alors que pas du tout, ça montre surtout un signe d'hyperactivité qui est intérieur. Et c'est grâce à mon psychologue que j'ai compris que quand tu as vécu des traumas, ton cerveau reste en alerte permanente. Il veut tout contrôler, tout anticiper et il n'arrive tellement pas à hiérarchiser les pensées que du coup ça part en cacahuète et en fait tu commences à penser à 1 milliard de choses en même temps. Donc le fait de trop parler et de sortir très vite ce que tu as du cerveau, c'est juste une façon de réguler la tension à l'intérieur. Encore une fois, ce n'est pas forcément dû au trauma. C'est en partie dû à ça, mais ça peut être par exemple des troubles d'attention, ça peut juste être ton caractère, mais il faut justement chercher c'est quoi l'origine pour se connaître au mieux. Le quatrième symptôme, c'est les micro-dissociations corporelles. Alors ce symptôme-là, franchement, c'est hardcore. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la première fois que tu le vis, quand tu ne connais pas, ça se mixe avec un peu de panique. Et là, c'est impossible à rattraper. Vraiment, t'es dedans, t'es dedans. Faut juste que t'attendes que ça passe. C'est horrible. Vraiment, moi, la première fois où je l'avais vécu, c'était quelque chose. En plus, quand je l'avais vécu, j'étais en train de discuter avec une personne qui m'avait agressée. Et en fait, la personne, du coup, elle essayait de s'excuser, elle essayait de rattraper le coup. Et moi, j'étais là, j'avais ma main qui était engourdie,
J'avais l'impression que j'étais sortie de mon corps et que je voyais tout ce qui se passait et j'étais comme ça en mode oh, waouh, genre en fait je suis là et la personne est devant moi et en fait j'arrivais pas à me rendre compte. Juste j'étais là et la personne elle me disait oh, oh, tu m'écoutes, wow, t'es où? Et en fait, à un moment, bah, du coup, forcément, je revenais à moi-même et j'étais là, je dis, bah ouais, ok, ouais, tu veux que je dise quoi? J'étais pas là, en fait, j'étais pas là. Je subissais une déréalisation, une dépersonnalisation. J'avoue, je ne connais pas trop la différence entre les deux, mais quand je me suis renseignée et que je me suis rendu compte que c'était ça et que mon psychologue m'a dit que heureusement que j'étais avec quelqu'un, même si c'était mon agresseur, mais heureusement que j'étais accompagnée parce que normalement, quand ça s'accompagne de panique, ça peut aller très loin. Et vraiment, c'est quelque chose. Et moi, au début, je ne savais même pas que c'était dû à des traumas. Je pensais que tout le monde vivait ça. Hein. Vraiment, je pensais carrément que c'était un sentiment que les gens cherchaient en prenant de la drogue. Et je suis désolée, hein, vous allez me juger. Mais je pensais, en fait, je me disais dans ma tête, ah, mais c'est cool. Mais ça veut dire que moi, je ressens ça sans prendre de la drogue. En fait, c'est trop bien. Alors que pas du tout, cousine. T'étais trop loin. C'est vraiment juste des conséquences de traumatisme. Et ce que je conseille, c'est vraiment d'en apprendre plus sur la déréalisation, la dépersonnalisation. Comme ça, au moins, si ça vous arrive, eh bien, vous savez que c'est dû à des traumas et vous savez la maîtriser. Vraiment, c'est le seul conseil que je vous donne. Si tu es avec des gens de confiance et que ça t'arrive, tu leur dis quelle est la meilleure façon pour toi de te réveiller, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est vraiment le terme, mais moi, en tout cas, c'est ce que je dis à mon entourage. Moi, le nombre de fois où je parlais avec quelqu'un et d'un coup mon cerveau décidait de se déconnecter et la personne en face de moi le prenait hyper mal et me disait ouais mais en fait tu m'écoutes pas, tu t'en fous et tout, enfin c'est même pas un sujet qui t'intéresse. Et moi je suis là, je suis déconnectée. Je suis déconnectée. Et en fait, quand je me reconnecte à moi-même, bah, je leur dis, mais attendez, pas du tout. Enfin, j'étais intéressée, je parle, j'étais écoutée parler. C'est juste que je ne pouvais pas réagir. Donc, ce que j'ai fait pour éviter tout malentendu et bah, toute dispute banale, c'est vraiment d'en parler avant et de dire à la personne, attention, si je ne t'écoute pas ou si par exemple je phase et je te regarde pas, essaye de me remettre sur la bonne voie, vraiment. Essaye de me réveiller ou juste pose-moi la question et en fait ça va me réveiller d'un coup. Mais en tout cas, sache que ce n'est pas du tout de la fatigue ou de la déconcentration ou je ne sais quoi, c'est vraiment une réponse traumatique. Le cinquième symptôme, c'est l'hyper-rationalisation. Et ça, j'en souffre énormément même aujourd'hui. Certaines personnes sont très logiques, très terre à terre. Même les émotions, elles vont les analyser comme s'il n'y avait rien qui pouvait être juste ressenti. Ça peut donner une image de force et de lucidité alors que c'est juste une réponse traumatique. Quand les émotions sont trop douloureuses, le cerveau commence à mettre celles-ci dans des cases qui sont logiques parce que justement ressentir devient insupportable. Le problème, c'est que ça va couper ton lien avec les autres. Ce que je veux dire par là, c'est que du coup, quand quelqu'un va venir avec toi avec une émotion qui est brute, eh bien toi, tu ne vas pas accueillir cette émotion et dire ok, c'est un être humain, c'est normal. Non, tu vas l'analyser et tu vas la caser dans ton cerveau, tu vas te dire ok, lui, il ressent de la colère, il faut réagir comme ça. Alors que non, des fois, c'est pas de la colère, des fois, c'est rien en fait. Des fois, c'est juste une émotion naturelle de l'être humain et il faut savoir l'accueillir et ça s'arrête là. Et donc forcément, ça va donner l'image de quelqu'un qui est très froid, très cartésien, qui s'en fout des émotions, alors qu'en fait, c'est juste une forme de protection. Une chose qui me fait très rire justement dans ce truc de logique, c'est qu'il y a beaucoup de mes copines qui viennent me parler des fois et qui me disent « Je sais qu'il n'y a aucune autre fille qui va me dire les 4 vérités en face, donc moi, je veux que tu me les dises. » Sauf que moi, j'essaie de changer, donc le nombre de fois où j'ai des copines qui viennent et qui me disent « Non, s'il te plaît, dis-moi mes vérités et tout, soit cache avec moi, fonctionne avec la logique. » Et moi, je leur dis « Mais non !» Non, parce que justement, si je fonctionne avec la logique, moi, ça va pas m'aider à soigner ce trauma que j'ai, parce que justement, moi, je veux ressentir les émotions. Je veux aussi, je sais pas moi, quand quelqu'un fait une bêtise, bah, je veux pas être là en mode ah t'as fait la bêtise, tu mérites ça. Non, je veux me dire ah bah t'as fait une bêtise, c'est normal, c'est pas un problème. J'ai beaucoup de mal avec ça, mais bon, je travaille dessus. Mais j'espère vraiment que ça va aller d'ici là. Le sixième symptôme, c'est le potentiel développement de maladies auto-immunes. C'est un point qui est beaucoup plus sensible et plus complexe parce qu'il n'y a pas de preuves scientifiques, mais selon mon psychologue et sur les réseaux sociaux et même mon médecin traitant, il y a beaucoup d'études qui commencent à s'y intéresser. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le corps et l'esprit sont intimement liés. Un trauma qui n'est pas soigné et qui est répété dans le temps peut provoquer des inflammations dans le corps ou d'autres maladies. Et actuellement, certaines recherches montrent que ces inflammations-là peuvent favoriser l'apparition de maladies auto-immunes.
Si par exemple on prend l'endométriose, on sait actuellement que c'est une maladie auto-immune, chronique et inflammatoire. Eh bien, quand je suis partie voir mon psychologue et mon médecin traitant pour en savoir plus sur l'endométriose et surtout quelles sont ses origines, on n'a pas su me répondre. Par contre, on m'a posé des questions sur mon enfance. On m'a dit, est-ce que tu as vécu des violences physiques et sexuelles? Quand j'ai répondu oui, ils m'ont dit, eh bien, c'est possible que ce soit ça l'origine. Ce n'est pas sûr à 100%, encore une fois, parce qu'il n'y a pas de preuves scientifiques, mais apparemment, les violences physiques ou sexuelles peuvent avoir un impact sur le corps adulte et donc créer des terrains qui sont inflammatoires. Donc encore une fois, ce n'est absolument pas une vérité absolue et ce n'est pas encore prouvé à 100%. Mais ce qui est sûr, c'est que le trauma ne reste pas logé dans la tête. Il va ailleurs, il peut se propager ailleurs. C'est pour cette raison qu'il faut faire de la thérapie et il faut se soigner au plus vite. Le dernier symptôme que je vais donner dans cette vidéo, parce que sinon ça va être trop long, c'est la surempathie. Je sais que le fait d'être capable de se mettre dans la peau de n'importe qui, même quelqu'un qui est toxique, ça peut paraître comme une qualité de fou et se dire waouh, mais la personne elle arrive vraiment à comprendre les gens et tout. Oui, c'est une qualité, mais c'est aussi un défaut parce que du coup, moi par exemple, quand on m'a agressée, j'étais convaincue que c'était de ma faute. Pourquoi? Parce que je me suis mis dans la tête de la personne et je me suis dit, en vrai, dans le même contexte et tout, je peux comprendre. Mais en fait, non. Tu peux comprendre, oui. Tu peux te dire, oui, bon, écoute, la personne, elle a vécu des traumas aussi, qu'elle n'a pas soigné et tout. Mais je suis désolée, c'est pas normal de réfléchir de cette façon. C'est tout sauf normal. Moi, je suis la première, quand je voyais des copines, par exemple, excuser leur agresseur, je voulais les tarter. Hein. Je leur disais, mais ça va pas ou quoi? Non, il n'y a rien qui excuse ça. Mais moi, je le faisais. Moi, je le faisais et je trouvais ça normal que moi, je le fasse. Très souvent, cette hyper-empathie va venir d'un traumatisme. Imaginons si tu as grandi avec des parents qui sont violents et donc c'est un environnement qui est forcément dangereux. Toi, enfant, tu vas commencer à vouloir apprendre à décortiquer ces émotions-là et les analyser pour désamorcer les conflits. Et donc comprendre tes parents, comprendre pourquoi ils te font du mal, ça devient littéralement une stratégie de survie. Le problème, c'est qu'une fois adulte, cette hyper-empathie va rester. Et quand elle va rester, tu vas tomber dans des relations qui sont déséquilibrées, qui sont toxiques, et tu vas comprendre le comportement de la personne qui te fait du mal, qui te frappe, qui t'insulte, qui te trompe, qui te fait plein de choses. Eh bien, tu vas rester parce que tu vas te mettre dans la peau de cette personne et tu vas tout faire pour comprendre son comportement. Et ça va pas. Si tu t'es identifié dans ce dernier point et surtout si tu es dans une relation toxique et que à chaque fois tu arrives à excuser la personne parce que tu es hyper empathique, je te conseille vraiment de faire de la thérapie, de prendre conscience du fait que tu es hyper empathique et surtout d'apprendre à poser les limites. Parce que être empathique, c'est une des plus belles qualités que tu puisses avoir, mais quand tu l'utilises pas à bon escient, ça peut vraiment te faire tomber dans des trucs hyper négatifs et c'est vraiment pas ça qu'on veut. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai encore plein de symptômes, comme par exemple le fait de s'adapter à n'importe quelle personne, le fait de garder son calme dans les situations hyper stressantes. Mais bref, j'en ferai peut-être une autre partie si vraiment ça vous intéresse. Mais en tout cas, tous ces points montrent une seule chose, c'est que les comportements qu'on peut percevoir des fois comme des bizarreries ou des qualités ou des défauts, eh bien ça peut cacher des traumatismes qui sont invisibles et il est vraiment important de se pencher dessus et de connaître les origines de ces comportements. Et c'est vraiment important d'en parler, pour justement ne pas juger trop vite, de comprendre, et surtout pour avoir plus de compassion envers nous-mêmes et envers les autres. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que tout ce qu'on vit vient des traumas, loin de là. Ça veut juste dire qu'il faut rester attentif, bienveillant, et surtout ne pas négliger ce qu'on ne voit pas. On arrive à la fin de cette vidéo. Déjà, merci beaucoup si tu es resté jusqu'au bout, et j'espère vraiment qu'elle t'aura aidé à comprendre certaines choses. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager et surtout à me dire en commentaire ce que t'en penses et si tu veux une deuxième partie. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon où tu me regardes et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!